C'est parce que... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Salut Alex. Je te dis salut, mais en fait, on est en face l'une de l'autre. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, bonjour Guillaume, ravi de t'avoir parmi nous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde me voit? Et tout le monde voit surtout les slides d'Alexandra. Si vous pouvez juste me dire dans le chat que... ok, super. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler des alternatives au cash et surtout au cash qu'on est censé garder dans son fonds d'urgence, puisqu'après, si on parle des alternatives au cash de manière générale, on parle d'investissement, de combien il faut garder, etc. Là, je mets vraiment le cadre de la discussion et puis je laisserai Alex nous faire part de ses recherches intenses pour vous trouver du rendement. On parle vraiment de la partie de votre portefeuille qui est censée être ultra liquide, disponible à tout moment, et donc ce qu'on appelle entre guillemets le fonds d'urgence. Voilà. Et on fait un deuxième gros disclaimer. Nous ne sommes ni magiciennes, ni des... Enfin, si, on est des fées, mais pas à ce point-là. Donc, évidemment, les alternatives dont on va vous présenter ont aussi différents niveaux de risque, différentes thématiques de risque sur lesquelles, évidemment, on attirera votre attention. Mais voilà, bonsoir Audrey, bonsoir Julie, ravie de vous retrouver ce soir. Et Alex, écoute, je sais que je t'avais donné la tâche ardue de trouver du rendement et des alternatives tout en restant liquide, garanti, enfin voilà, mission impossible quoi. Donc, eh bien, fais-nous part de tes découvertes. Évidemment, n'hésitez pas à venir poser vos questions dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat pendant qu'Alexandra vous expose ses trouvailles. Moi, je me ferai un plaisir de répondre et de gérer ce chat-là ce soir. Voilà, Alex, the floor is yours. Merci Gaëlle. Bonsoir tout le monde. Donc, tâche hardie que de trouver des alternatives au cash, surtout en ce moment. Ardue. Je pense que les deux se disent. Dans l'agenda aujourd'hui, donc on va réexpliquer pourquoi c'est important d'avoir un fonds d'urgence, comment planifier ces différentes poches de cash si vous avez des projets court terme, parce que je ne vais pas seulement vous parler du cash immédiat, mais aussi du cash projet vraiment court terme, dans 3 mois, 6 mois. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, donc au moins je veux attirer votre attention sur cette slide-là, si jamais c'est trop boring, là il faudra bien écouter. On verra les solutions les plus classiques que vous connaissez certainement déjà. On parlera ensuite des livrets boostés et on verra les autres solutions. Et je ferai une petite interlude sur les différences de taux entre chaque solution, pourquoi il y a des différences de taux. Donc, ça sera vraiment bref, ça sera la partie un peu économique, mais très simple. Donc, on commence tout de suite sur la constitution d'un fonds d'urgence. Gaëlle en parle souvent dans ses présentations, dans les webinars. C'est important d'avoir 2 à 3 mois de salaire. Ça, c'est à vous de jauger de la façon dont vous vivez. Mais si jamais vous avez un pépin demain, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, il faut que vous puissiez subsister sans aucun revenu de façon correcte. Donc, payer votre loyer, payer les frais de santé, payer la nourriture. Donc, je pense que c'est la base pour 2 à 3 mois. Donc, ça, c'est vraiment à vous de juger. Et ce fonds d'urgence, il faut qu'il soit accessible immédiatement. Ça veut dire dans les 24 heures, dans les 48 heures. Ça, ce n'est pas une mince affaire. Si vous investissez, par exemple, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être complètement investi, c'est-à-dire que tout votre argent est placé et vous êtes déjà un investisseur aguerri. Donc ça, c'est top. Mais il faut quand même un petit fonds d'urgence pour justement avoir cette liquidité immédiate. Pourquoi? Si par exemple, vous êtes investi 100% actions et que demain, les marchés s'écroulent, vous allez perdre beaucoup de valeur. Et si vous avez besoin de ce cash demain, quand les marchés s'écrouleront, c'est vraiment le point de sortie, le pire scénario. Donc, le fonds d'urgence, 2 à 3 mois de salaire, sur une poche liquide. Liquide, je réexplique, c'est un actif qui s'échange, se vend, s'achète immédiatement. Donc, tous les dépôts à terme, en général, c'est 3 mois. Donc ça, on verra. Mais par contre, pour tout ce qui est compte épargne, c'est immédiat. Il faut juste compter en fonction d'où c'est du transfert de compte à compte, donc de 24 à 48 heures. Et ensuite, ça, on verra dans un deuxième temps. Bon, pour tout ce qui est dépôt à terme, ça veut dire que vous avez besoin de cash là, dans 3 mois, 6 mois.
achat d'un véhicule, un bébé à venir. Vous savez que ça coûte cher, donc il faut quand même le planifier. Je n'en ai pas, mais apparemment, c'est un petit budget. Ou tour du monde dans un an. En fait, on parle toujours d'épargne pour des investissements d'un an parce que ça reste du court terme. Un projet au-delà d'un an, quand on commence à parler d'un horizon d'investissement de 2 ans, c'est déjà un investissement et il y a un peu plus d'opportunités. L'importance du fonds d'urgence, c'est que la risque de perte en capital est nul ou vraiment très très basse. Et là, c'est le deuxième point très important, c'est que la garantie du capital, elle existe sur certains livrets épargne. Après, sur les livrets que proposent les banques, il y a une garantie du capital qui varie des banques à l'autre. Et le risque de perte en capital est vraiment faible. Donc ça, c'est vraiment la partie très importante pour le fonds d'urgence. On va voir aujourd'hui les alternatives. Comme vous le savez probablement, les taux directeurs sont de 0% en euros, de 0,25 en dollars si vous êtes exposé au dollar. Donc c'est très compliqué d'avoir des rendements, mais c'est aussi parce que l'inflation est très basse. Je vais faire une petite parenthèse dessus. Pourquoi on vous dit de placer le cash dans des comptes épargne? C'est parce que sinon, ça ne vous rapporte rien. Et que s'il y a de l'inflation, vous allez, en théorie, perdre de l'argent. Si l'inflation est de 5%, vous aurez un manque à gagner. Votre pouvoir d'achat, lui, va baisser en réalité. Alors que si vous placez cet argent sur un compte épargne, vous allez compenser cette perte. On va y revenir. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut absolument éviter. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes complètement investi sur les marchés financiers, que ce soit en obligations long terme, on va dire, et actions, créez votre fonds d'urgence. Il faut bien séparer en fait vos objectifs. Ça veut dire que vous avez peut-être un projet court terme, donc de 3 mois, comme je vous l'expliquais, un autre projet sur 10 ans, un autre sur 5 ans. Et c'est bien en fait de bien les séparer, de bien les segmenter et d'allouer vos investissements ou votre épargne en fonction de ces objectifs. Si par exemple vous avez un projet dans 3 mois et un autre dans un an, ça reste des projets court terme, mais je vous conseillerais quand même de séparer ces poches-là. On va voir qu'il y a des dépôts à terme de 3 mois et d'autres dépôts à terme d'1 an. Forcément, plus le dépôt à terme est long et plus les taux sont intéressants. Donc c'est pour ça que c'est important de maximiser ces dépôts parce que les taux restent bas. La deuxième chose, c'est de séparer, si vous avez beaucoup de cash, tant mieux pour vous, mais de limiter à 100 000 euros par banque, par émetteur, parce que c'est la garantie que vous avez en Europe. Par contre, je précise en Europe. Donc, c'est important de ne pas dépasser ce montant-là. Ensuite, si vous choisissez d'investir, on verra après dans les autres solutions, dans des fonds monétaires ou ce genre de choses, faites vraiment attention aux frais d'entrée et de sortie, s'il y en a. En général, il n'y en a pas parce que justement, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, si en plus de ça, il y a des frais, des commissions, ça va vraiment annuler la performance. Donc, quand même, veillez-y. Et donc, voilà ça. Et vraiment, faites attention aux actifs risqués. On cherche la sécurité avant tout, une perte de capital de 0 ou inexistante. Donc ça, c'est aussi une chose importante à regarder. Quand on a tout ça en tête, on peut commencer à regarder les solutions classiques. Je pense que s'il y a des Français ou des gens qui ont vécu en France, vous connaissez tous le livret A, l'épargne logement, le livret jeune. Donc, toutes ces solutions, elles font pas rêver. Voilà, le livret A, c'est 0,5 en ce moment. En sachant que l'inflation était négative l'année dernière, c'est plutôt pas mal. Mais le plus gros intérêt, en fait, de ces livrets, c'est qu'ils sont garantis, protégés par l'État et surtout, vous ne serez pas taxé sur cette performance. Donc, c'est du 0,5, c'est net. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, si vous n'habitez pas en France, si vous ne vivez pas en France, de toute façon, vous n'avez pas accès à cette solution. Au Luxembourg, un compte épargne, c'est 0%. Si vous avez au-delà d'1 million, ce sera même négatif. Ça veut dire que vous devrez payer la banque parce que la banque elle-même va payer à la Banque centrale des intérêts. En Belgique, c'est entre 0,05% et 0,10%. Donc, on voit en fait que ça ne couvre pas l'inflation. L'an dernier, l'inflation était négative. Maintenant, en début d'année, elle commence à augmenter un petit peu. Donc là, on est à peu près à 1%. Donc, ça ne couvre pas l'inflation.
mais vous avez quand même un rendement. Et là, c'est vraiment garanti, protégé par l'État, donc dans le cadre du livret A en France. Donc, pour un fonds d'urgence, c'est une solution qui est vraiment pas mal, mais le livret A, il est limité à, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à 22 000 euros, quelque chose dans ces eaux-là. Donc, ça reste limité. Ça reste limité pour un fonds d'urgence si vous avez une famille nombreuse, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour les solutions classiques. Ouais, non, je t'interromps 2 secondes, parce qu'il y a Guillaume qui demande pourquoi la banque paye la banque centrale pour les dépôts supérieurs à 1 million. En fait, c'est pas tellement ça, c'est que de manière générale, si tu veux, les placements interbancaires ont lieu au taux directeur qui, quand il est négatif, ça veut dire que pour leur excès de liquidité, et l'excès de liquidité des banques, c'est-à-dire c'est l'ensemble des dépôts de leurs clients moins ce qu'ils ont prêté. Et donc, quand il y a un excès de liquidité, comme il y a aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un excès d'épargne, puisque finalement, avec la crise, le Covid et l'incertitude, les gens gardent énormément de cash, ils dépensent moins, donc il y a encore plus de cash. Et en fait, ces banques se retrouvent avec un surplus de cash qu'il faut qu'elles aillent déposer à la Banque centrale. Et cette Banque centrale, le taux directeur, il est négatif pour le moment. Donc, en fait, les banques, elles payent pour finalement ce dépôt de trésorerie. Et donc, le problème qu'elles ont, c'est qu'il y a vraiment cette gestion de cash des banques, pour le moment, elles n'aiment vraiment pas. Et finalement, ce n'est pas les petits dépôts, donc ce n'est pas les 10, 15, 20 000 euros que vous avez, mais c'est surtout des clients plus fortunés qui sont aussi plus sophistiqués et qui, eux, justement, jouent avec ça et qui, parfois, font des gros dépôts. Et ça leur pose un problème parce que ils ne gardent pas plus d'un certain nombre de cash et quand il y a des gros montants comme ça qui viennent, eux, ils payent, en fait, pour devoir le placer et donc, ils répercutent ce coût sur les gros clients. En pratique, en fait, notre argent à nous aussi leur coûte, en théorie, de l'argent. En théorie, parce qu'en fait, la réalité, c'est que comme ils prêtent une partie de cet argent à un taux supérieur, en fait, en net, ils arrivent à s'y retrouver. Mais quand il y a des excès de dépôts, et donc en particulier les gros dépôts qu'ils n'arrivent pas à mobiliser, ils décident d'imputer en fait les frais à leur clientèle plus high. Mais en pratique, non pas en pratique, en théorie, en fait, si vraiment on restait dans cet univers de taux négatifs, on ne peut pas du tout exclure qu'un jour, si ça ne change pas, et bon, les anticipations de l'inflation, etc., font que, à mon avis, on va quand même remonter, pas de manière drastique, mais quand même un petit peu, font qu'en fait, à terme, on peut tout à fait, nous aussi, même sur des dépôts courants, commencer à devoir payer pour placer son argent. Et pourquoi parce que philosophiquement, on pourrait se poser la question, non mais attends, alors pourquoi est-ce que je vais payer pour déposer mon argent? Je le garde sous mon matelas. Eh bien, parce que y a cette sécurité en fait d'être dans le système, d'être garantie. Donc, en fait, ce serait presque comme si vous dites, vous assurez votre cash contre le risque de vol, de perte. Voilà. Donc, c'est vraiment une philosophie. On est dans un monde aujourd'hui par rapport au dépôt et au cash qui est complètement disruptif par rapport à ce que nos parents ou encore pire nos grands-parents auraient pu connaître. Voilà, donc j'espère Guillaume que j'ai répondu à ta question et je me tais. Merci beaucoup Gaëlle. C'est hyper important ce que Gaëlle vient d'expliquer parce que si l'inflation repart un peu plus fort, donc la cible de la BCE, c'est dans les 2%. Quand on sera vers ce seuil, les taux directeurs pourraient réaugmenter et donc tous ces livrets, tous les taux vont suivre également. Donc, à surveiller, si vous voulez un bon indicateur pour les taux, suivre l'inflation et les déclarations de la BCE, mais ça, on vous suivra, enfin, on vous aidera à suivre. Pour les livrets boostés, donc si vous n'êtes pas français, de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution que de regarder les livrets boostés, on vous a sélectionné quelques exemples. Ce n'est absolument pas un conseil, c'est juste une aide, une indication pour t'y retrouver un peu. Donc, il y a pas mal de banques, comme Ion Bank, qui vont vous proposer un taux de base, donc le 0,10%, où là, vous pouvez retirer ces fonds à tout moment. Maintenant, ils proposent également des primes de fidélité. Ça veut dire que si vous vous engagez à garder cet argent, par exemple 3 mois, 6 mois, 1 an sur le compte, vous aurez une prime de fidélité. Dans le cas d'Ion Bank, la prime de fidélité, il me semble que c'était de l'ordre de 0,90%. Donc, ça vous faisait un taux de 1% sur l'année, par exemple. Voilà, c'est ça. Pour Cashbee, donc là, c'est pour les résidents français, mais ce serait 0,60%.
Distingo aussi. Distingo, pareil, il propose des formules où si vous bloquez votre argent 3 mois, 6 mois, 1 an, vous aurez plus de performance. Et ensuite, il y avait une plateforme donc, accessible aux résidents de l'Union européenne, Rising, et pas Raisin, qui propose plusieurs taux de dépôt. Donc là, on passe plus, c'est pas un fonds d'urgence parce qu'il propose des taux de dépôt, donc minimum 3 mois. Cette solution, elle est quand même intéressante parce que vous pouvez choisir sur la plateforme les banques chez qui vous voulez placer vos dépôts. Et donc, ce taux va varier en fonction des banques. Pourquoi il varie en fonction des banques? On va le voir plus tard, mais en fait, chaque banque a un risque sous-jacent qui est différent l'une de l'autre. Et aussi, ça dépend en fonction des besoins de cash d'une banque. Comme l'a dit Gaëlle, si une banque a prêté beaucoup d'argent, il faut mécaniquement qu'elle ait de l'argent dans ses comptes. Et donc, dans ces cas-là, elle veut engranger des dépôts. Et si on veut engranger des dépôts, il faut être attractif et donc avoir des taux plus élevés. Je donne de nouveau, j'essaie d'être très truc, mais pour être dans cette lignée-là, pourquoi est-ce que certaines banques peuvent vous rémunérer plus? Donc, effectivement, Alexandra l'a dit, ça dépend. En fait, il y a un loan to value. Donc, en fait, combien est-ce qu'on peut prêter par rapport au dépôt qu'on a? Et donc, forcément, pour des banques qui sont des banques qui prêtent et qui ont peut-être plus de mal à trouver des dépôts ils sont prêts à offrir plus parce que ça permet d'augmenter finalement leur capacité à prêter. Et donc, en fait, ils gagnent quand même sur la marge. Et donc, même s'ils rémunèrent, c'est toujours plus important pour eux. Une autre raison, cette fameuse prime de fidélité. Une des raisons pour lesquelles la banque vous donne cette prime de fidélité si vous gardez vos dépôts. C'est un peu technique, mais ça permet de comprendre comment votre banquier, comment votre banque en fait opère. C'est que la banque a des obligations réglementaires en termes de capital. Donc, quel est l'argent qu'elle doit bloquer, qu'elle ne peut pas placer, qu'elle ne peut pas prêter, etc. Et ça dépend de son bilan, de ses actifs, de ses passifs. Et les dépôts des clients, ils sont catégorisés en fonction de la prévisibilité du fait qu'ils vont rester. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le compte courant, c'est considéré comme très volatile parce qu'en fait, vous pouvez le retirer demain. Le compte à terme, c'est considéré, vous devez avoir moins de capital contre ces dépôts parce qu'en fait, les clients ne vont le retirer que plus tard et donc vous devez garder moins de réserves, si j'essaye de simplifier. Et donc, c'est pour ça qu'ils vous rémunèrent plus parce que eux, ça leur permet de garder moins de réserves et de pouvoir faire travailler une partie de leurs réserves qui vont générer dans d'autres dans d'autres produits, dans des prêts, dans machin, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont prêts à rémunérer en fait le fait que vous stabilisez leur bilan. Voilà. J'espère que c'est clair et ça vous permet de comprendre un petit peu. Ils font pas ça. La prime de fidélité, c'est pas parce qu'ils trouvent que vous êtes un super chouette client et que vous êtes resté longtemps. C'est parce qu'en fait, ils arrivent à monétiser ça dans leur bilan et que eux-mêmes, en fait, vous baissez en fait leurs exigences et leurs contraintes en vous engageant à laisser vos dépôts pendant plus longtemps. Voilà. Merci Gaëlle. Donc je vois qu'on a également une question de Dango. Est-ce qu'il y a des frais pour déposer du cash auprès d'une banque via Rising? Je pense pas qu'il y ait de frais. Je pense qu'en fait, ils sont rémunérés peut-être à la commission auprès de banques, mais je pense que c'est leur business model. Maintenant, les frais doivent… vous, sur le dépôt que vous allez poser, vous aurez vos intérêts tels qu'ils sont écrits. Donc, ce qui est affiché sur le site, je pense que c'est vraiment ce que vous allez recevoir. Maintenant, si vous allez vers sur cette solution, regardez bien tous les termes, mais je ne pense pas qu'il y ait de frais sur la plateforme. Sur la plateforme, alors si jamais vous allez y jeter un œil, vous allez voir qu'il y a plusieurs banques. Ce qu'il faut regarder dans les banques, donc je pense que vous allez immédiatement regarder les taux différents et voir les taux les plus élevés. Mais en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est les notations des banques. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Standard & Poor's, de leur notation, des ratings, comme on dit. En gros, ça va de AAA à D. D, c'est très rare. Normalement, c'est que la banque a fait faillite. Et donc normalement, vous n'entendrez pas parler. De AAA à BB-, c'est ce qu'on appelle les obligations de bonne qualité, donc les investment grade. Les banques, normalement, surtout en Europe, où il y a quand même des standards qualité assez élevés, ça va de AAA à AA négatif. Maintenant, si cette information, cette information, elle est obligatoire. Donc, si vous regardez les banques sur Rising,
Il vous suffit de taper leur nom et à côté, par exemple, note Standard & Poor's et vous aurez la note. Donc, le taux d'intérêt va varier en fonction de la note. Donc, moins la note est bonne, plus le taux est élevé. Forcément, il faut compenser cette prise de risque, entre guillemets. Il y a aussi un critère de devise. Donc, là, on parle euro depuis le début, mais si jamais vous avez des intérêts à avoir des taux de dollars, des taux de dépôt, des dépôts en dollars, vous aurez des taux plus élevés également. Il y a aussi une notion de durée et de maturité. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais un dépôt de 3 mois vous rapportera moins qu'un dépôt d'1 an. Pareil, hein, c'est toujours une notion de risque. Vous prenez le risque de déposer votre argent plus longtemps chez ce provider, chez cette banque. Et ensuite, c'est en fonction du taux directeur au moment de l'émission. Donc, le taux directeur aujourd'hui, il est de 0%. Peut-être que demain, il sera de 0,25. Et dans ce cas-là, les taux vont tous augmenter dans ces dépôts. Donc, c'est très important de regarder les notes. Je vous ai mis aussi également donc de W+, à D. C'est ce qu'on appelle des junk bonds. Bon, ça fait pas partie de la présentation, mais c'est quand même une parenthèse bonne à savoir. Quand vous investissez dans des obligations ou que vous passez par une banque, ça, ce sont des notes beaucoup moins bonnes. Vous voyez, on appelle ça spéculatif ou hautement spéculatif. Donc, plutôt à éviter si on n'est pas un investisseur averti. Donc, ça, c'était la petite parenthèse économique dont je vous avais parlé. Maintenant, pour les autres solutions. Peut-être juste un point, Alex, c'est que il y a un point, c'est que donc ce rating effectivement donne le niveau de risque de la contrepartie. Maintenant, on parle de dépôt. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un investissement qui est par définition volatile. Notamment, le dépôt est garanti dans le sens où, finalement, le contrat que vous avez avec la banque, c'est que votre capital est préservé et il doit vous le rémunérer au taux d'intérêt fixe ou variable qu'on vous a donné. Et donc, qu'est-ce que c'est le risque dans ce cas-là? Eh bien, c'est le risque qu'en fait la banque fasse faillite. Et ce risque de faillite, c'est ça entre guillemets l'indicateur triple A jusqu'à 2B. C'est finalement une appréciation de la qualité financière, de la qualité de gestion et des assises financières de la banque. Maintenant, pour tout dépôt de moins de 100 000 euros, au niveau européen, si la banque est établie en Europe et que vous êtes citoyen européen, vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000. Donc, vous pourriez dire, en fait, peu importe le rating de la banque, au pire, j'active la garantie des dépôts. Alors, oui, en théorie. En pratique, quand même plusieurs contraintes à ça. Vous rentrez dans une procédure de liquidation de faillite. Donc, il faut activer le plan de garantie des dépôts du pays en question. Et du coup, c'est des procédures qui sont, entre guillemets, longues. Et donc, si vous voulez, c'est quand même particulier pour un fonds d'urgence où on dit l'argent doit quand même être assez disponible, assez nanana. Vous n'avez pas envie, même si c'est la probabilité qu'elle arrive est dans 1 sur 10 000, voilà, c'est peut-être pas un risque que vous avez envie de prendre. D'où l'intérêt quand même de regarder les notations. Parce que, de nouveau, ce qu'on cherche, c'est de trouver un rendement supérieur à 0 qui va jusqu'à 1%. Ce n'est pas de couvrir le risque d'inflation totalement, encore moins de générer de la performance, puisque c'est normalement la partie du cash qui doit être directement disponible. Hein. On est bien d'accord que si on parle d'investissement, raising, ce n'est pas une alternative à un portefeuille d'actions, parce que le rendement ne sera pas le même, mais la prise de risque est différente aussi. Donc voilà, donc garantie jusqu'à 100 000, mais néanmoins, difficulté ou en tout cas délai et complexité de la mettre en place. Et donc, vous n'avez pas envie de jouer ça en prenant une banque qui est catégorisée en dessous de ce que Alexandra vous a montré comme étant investment grade ou de bonne qualité. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le petit onglet questions. Pour les solutions alternatives, les autres solutions, donc, là, on sort des garanties. Ça veut dire que les 100 000 euros ne sont plus garantis. Donc, à l'heure actuelle, il y a les fonds monétaires qui vont vous proposer des rendements également, mais en général, ça suit tout de même les taux directeurs en vigueur. Donc, rien de fou en termes de rendement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un fonds monétaire, Alex, en 2 mots? Oui. Un fonds monétaire, en fait, comme n'importe quel autre fonds,
il va investir, justement, il va faire pour vous ce travail d'aller sur Rising et de regarder les différents taux dans chaque pays, dans chaque banque, etc. Et donc, il va faire ce travail pour vous. Et donc, si vous investissez dans un fonds monétaire, vous aurez accès à tous ces dépôts sur différentes maturités. En fait, ils font le travail pour vous. Donc, il y aura des dépôts de 3 mois, de 6 mois, d'un an. Il y aura même des treasuries, donc ce qu'on appelle des obligations américaines, mais très court terme, qui, eux, après, ils vont convertir les dollars en euros, parce que ce sont des fonds monétaires en euros. Et donc, il y a une très faible partie de dollars, mais il y en a quand même une petite partie en général. Mais ce sont des fonds qui vous font le travail de Rising pour vous. Comme ça, vous n'avez même pas de regarder, ni à voir si les émetteurs peuvent vous faire encourir un risque. C'est le fonds qui s'en occupe. Et en général, c'est très bien risqué. Je ne veux pas dire que c'est sans risque, parce qu'il y a toujours un risque, même très infime, mais ça reste des solutions très sûres. En passant par un fonds monétaire, en revanche, il faudra toujours regarder les frais. Dans un fonds monétaire, ils sont très, 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 très bas. Pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est que les taux directeurs sont bas. Donc, si vous prélevez ne serait-ce qu'une commission de 0,30%, vous aurez sûrement plus de performance. Ce que j'ai pas dit, je crois, quand vous sortez des livrets épargne ou des solutions garanties, pour tout ce qui est livret boosté et les solutions qu'on va voir ici, vous serez soumis à une taxe sur la plus-value. Même si votre plus-value elle est de 0,50%, vous aurez sûrement une taxe en fonction des endroits où vous résidez, ce genre de choses. Donc ça aussi, ça à avoir en tête. Tu parles du précompte plutôt, parce que comme c'est des intérêts, c'est un précompte, c'est le précompte mobilier qui est perçu à la source sur les intérêts. Exactement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de plus-value au sens du terme. Ouais. Mauvais terme. Donc, les solutions du fonds monétaire, c'est un moyen de placer votre argent. Et là, à la différence d'un dépôt où donc vous devez bloquer votre argent 3 mois, sur un fonds monétaire, l'argent sera accessible immédiatement. Il y a des fonds monétaires, des trackers, donc des ETF, on en parle souvent, qui sont des fonds monétaires. Donc, vendre ce fonds monétaire vous prendra 1 heure maximum. Et ensuite, le temps de le transférer sur votre compte cash, ça prendra une journée en fonction de votre banque. On va parler d'une autre solution, Nexo. C'est de la Decentralized Finance. Comme son nom l'indique, ça va imiter les chemins financiers traditionnels, si je puis dire. Donc, Nexo, par exemple, ils prêtent de l'argent sur leur plateforme assez rapidement et de façon assez facile, mais en contrepartie, ils ont également besoin de gens qui vont déposer leur argent sur leur plateforme avec des taux, des intérêts qui seront beaucoup plus attractifs. Nexo, par exemple, si vous allez sur leur plateforme, vous aurez accès à des dépôts donc, en euros, en dollars, en livres sterling si ça vous intéresse, mais aussi en crypto-monnaie. En fonction de la monnaie que vous allez choisir, vous aurez des taux différents. Par exemple, pour l'euro à l'heure actuelle, c'est 4%. Si vous vous engagez, encore une fois, à laisser vos euros au moins 3 mois, on passe à 8%. Si vous choisissez de transférer, de changer votre monnaie en Bitcoin, vous aurez probablement du 8% immédiatement. Donc, à chaque fois que la crypto-monnaie change, vous aurez un taux différent. Et donc ça, c'est une solution assez intéressante. Maintenant, on sort des sentiers traditionnels et ça sera un peu plus risqué, même si ça reste quelque chose qui est maintenant assez commun. Nexo, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc ça, c'est des choses, ne serait-ce que par curiosité, vous pouvez aller faire un tour et regarder ce que ça donne. Il y a beaucoup de banques traditionnelles qui regardent ce genre de plateforme de decentralized finance parce que ça permet des accès plus directs, plus faciles, puisque n'importe qui peut, n'importe qui, non. Un résident de l'Union européenne peut aller et emprunter de l'argent sur Nexo, à certaines conditions, bien sûr. Donc, Nexo, c'est hyper intéressant. Pour les fonds monétaires, je crois que je vous ai parlé donc, des solutions classiques avec différents dépôts dans le fonds. Il y a aussi d'autres fonds. En fonction des banques, ils vont essayer de vous vendre des solutions qui ressemblent à des fonds monétaires ou à des choses qui sont extrêmement liquides. Par exemple, j'ai trouvé dans d'autres solutions des fonds qui pouvaient qualifier un peu faussement de monétaire parce qu'on vous vend une solution cash immédiate avec des taux plus intéressants
Mais en revanche, quand on creuse un peu dedans et qu'on regarde ce qu'il y a dedans, ça va être des fonds avec des sous-jacents immobiliers. Et donc, par exemple, vous allez avoir de la dette immobilière, en fait, dedans. Donc, on sort un petit peu de la solution cash pure et simple parce qu'on commence à se transférer sur l'immobilier. Et donc, ça, c'est autre chose parce que quand tout va bien, ça ressemble fortement à une solution cash. En revanche, si on se retrouve avec une crise immobilière comme on a eu en 2008, là, on peut avoir des problèmes de liquidité. Normalement, sur les fonds en Europe, ça n'arrive pas parce qu'il y a, encore une fois, il y a des réglementations qui sont très fortes et qui protègent les investisseurs. Donc, ça a très peu de chances d'arriver, mais il faut quand même avoir conscience que quand une banque vous vend ce genre de produit, essayez de regarder. Quand j'ai trouvé cette solution, par exemple, c'était très difficile pour moi de voir ce qu'il y avait vraiment dans le fond. Ce qui était marketing, c'était simplement que c'est une solution, une alternative au cash, mais qui ne l'est pas vraiment à mon goût, on va dire. Donc, encore une fois, faites attention à ce qu'on pourrait vous vendre. Le plus simple, voilà, ce sont les dépôts à terme. Peut-être juste un point sur Nexo, parce que c'est vrai que c'est assez déroutant de voir des comptes épargne, parce qu'en fait, c'est ça. Hein, donc, enfin, c'est ça dans la construction. Donc, certes, Nexo, c'est une boîte de défis, donc de finances décentralisées, mais la solution dont on parle ne nécessite même pas de posséder en fait des crypto-monnaies. Vous pouvez simplement faire un virement de cash en ce qu'on appelle en fiat, c'est-à-dire en monnaie réelle versus monnaie virtuelle ou crypto, et en fait les déposer sur la plateforme. Et il y a ce fameux taux d'intérêt de 4%. Bon, à l'époque, quand moi j'ai ouvert le compte, c'était même 8%, mais entre-temps, ils ont changé leur modèle de rémunération. Et pour avoir du 8%, il faut le déposer à terme. Alors, comment est-ce que ces plateformes sont capables de rémunérer du cash à ce montant-là? Alors, Alex, est-ce que tu te lances dans l'explication? Moi, je veux bien le faire. Sinon, on appelle Maxime à bord et on va lui demander de nous faire le truc. Mais si tu te sens d'expliquer à nos chers participants comment et où ils vont chercher finalement leur marge quand ils font ce genre d'opération. Alors, moi, je vais répéter un peu ce que m'avait expliqué Maxime. Maxime, c'est notre CTO, qui est donc expert sur tout ce qui est blockchain et cryptocurrency. Ça reste quelque chose de très nouveau encore dans le monde de la finance. Ils arrivent en fait à rejoindre les individus directement, donc sans passer par des institutions, des banques qui vont des fois, peut-être que vous ne savez pas, mais d'une banque à l'autre, ils vont aussi se faire des emprunts ou se transférer des clients. Je vous explique d'une façon un peu simplifiée. Mais sur Nexo, en fait, du coup, c'est vraiment beaucoup plus simple parce qu'ils permettent à un individu A de prêter directement à un autre individu B via la blockchain. Ça veut dire que l'anonymat est conservé et c'est comme si quelqu'un avait besoin d'argent, qu'il avait toutes les garanties. Mais en fait, en le faisant directement d'une personne à l'autre, on élimine tous les chaînons entre qui vont coûter de l'argent. Les infrastructures de la banque, etc., il faut les rémunérer et c'est ce qui aussi prend... c'est pour ça qu'un prêt va vous coûter plus cher. Donc, Nexo, c'est une plateforme qui va permettre aux individus de prêter l'un à l'autre via la blockchain, donc c'est-à-dire en simplifiant, en trouvant le meilleur prêteur pour la personne qui aura besoin de cet emprunt, et ce genre de choses. Donc, les 4%, c'est également parce que le risque de ne pas passer par une banque doit être rémunéré. Donc, ça, c'est une partie de ces 4%. Et l'autre chose, c'est que le prêteur a accès, la personne qui va emprunter a accès au cash très rapidement. En temps normal, quand vous passez par une banque, peut-être prendre une semaine pour un prêt conso, dans le meilleur des cas, mais pour un emprunt immobilier, c'est plutôt un mois ou deux. Sur Nexo, donc il n'y a pas forcément de prêt immobilier, c'est plus des prêts à des gens qui vont investir sur les marchés financiers, qui vont utiliser ce leverage, on appelle ça l'effet levier, qui normalement est accessible seulement aux institutionnels ou aux investisseurs particuliers qui ont beaucoup d'argent à investir et qui sont quasiment professionnels. En général, une banque privée va proposer cette solution d'effet levier à partir d'1 million d'euros d'investissement. Et donc, Nexo vous propose de le faire pour, je pense qu'à partir de 100 euros, vous pouvez déjà emprunter avec un certain effet levier. Et il y a quand même une protection pour les gens qui prêtent parce que
On se dit du côté emprunteur, c'est sympa, on peut emprunter de l'argent. Et non, il y a quand même une limite. Il y a tout ce qu'on appelle l'effet de marge. Donc, Nexo veille à ce qu'il y ait toujours une marge nécessaire par rapport à ce que vous avez prêté. Mais c'est pour ça donc que vous avez des 4%. Donc, on élimine le schéma traditionnel de la banque qui prend du temps et qui coûte de l'argent. Et on met directement l'emprunteur et le prêteur en relation via la blockchain. Alors, si je peux juste ajouter un point, c'est aussi donc exactement ce que tu dis, Alexandra, c'est cette notion de leverage. Et Maxime, de nouveau, Maxime est dans le chat, donc il va nous donner, parce que lui est un grand utilisateur sur la partie aussi justement emprunteur, alors que moi, je ne fais que la version très conservatrice, c'est-à-dire je veux ces 4%, mais s'il vous plaît, je ne vais pas faire de levier, je ne vais pas investir en crypto sur de l'argent que j'ai emprunté. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est tout un marché et une économie avec une prise de risque qui est différente. Donc, en fait, du côté emprunteur, et la raison pour laquelle ils arrivent à générer la marge qui leur permet de vous rémunérer comme ça, c'est deux choses. C'est qu'ils vont finalement prêter votre argent pour des traders en crypto qui vont en fait aller s'endetter pour investir plus. Vu les rendements qu'ils espèrent sur le trading de crypto, ils sont prêts à payer des taux d'intérêt pour exercer cet effet de levier nettement supérieur à ce que votre banque est prête à vous prêter, à vous rémunérer, parce qu'évidemment, ils n'ont pas du tout le même profil de risque. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si je ne me trompe pas, c'est qu'aussi, ils prêtent à des traders qui sont, entre guillemets, actifs dans différentes parties du monde, notamment aux US, où en fait, les crédits et les crédits conso, et donc cette capacité d'aller chercher du cash pour le réinjecter et espérer en tirer une marge, finalement, sont plus importants que ici. Donc, en fait, pour nous, c'est beaucoup. Pour un crédit conso aux US, les taux sont beaucoup plus importants que ce que nous, on doit payer aujourd'hui. Et donc, ils jouent aussi sur cet effet, j'ai envie de dire, pour simplifier très, très fort, c'est d'aller chercher des liquidités ici pour les réinjecter là où les liquidités coûtent beaucoup plus cher que ce que nous, on cherche comme rémunération. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour répondre à la question d'Anso, justement, salut Anso, sur, OK, donc ça a l'air génial ce truc. Pourquoi aller chercher quoi que ce soit d'autre? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas une banque au sens où ils ne sont pas couverts par la garantie des dépôts. Donc, tu prends un risque, le risque que demain, Nexo disparaisse. Il y a des actionnaires derrière, on avait regardé avec Maxime, et je tiens bien à préciser, nous ne sommes absolument pas en train de vous recommander d'aller sur Nexo, nous n'avons pas d'action dans Nexo et nous n'allons jamais vous dire oui, ouvrez un compte chez eux. On vous décrit des solutions qu'on a testées pour vous expliquer le mécanisme, mais elles ne vont pas forcément convenir, elles ne vont pas forcément être les bonnes pour vous. On vous donne vraiment des clés pour après que vous fassiez votre propre idées et vos propres décisions. Donc, comment fonctionne Nexo? Derrière, effectivement, si je ne me trompe pas, c'est Goldman Sachs, donc, qui est une grosse boîte. Ils ont aussi des assurances qui viennent compenser le fait qu'il n'y a pas cette garantie étatique, mais ces assurances, c'est des assurances privées. Donc, de nouveau, un risque est différent qu'un État qui ne peut pas, et Crédissimo, merci Maxime, qui ne peut pas faillir, entre guillemets, quoi. L'État ne va pas vous dire, je suis désolée, mes caisses sont vides, donc la garantie des dépôts que je vous ai garantie, finalement, je ne vais pas la payer. Peut-être un jour on y arrivera, mais aujourd'hui, en tout cas, on peut encore considérer les États, en tout cas les États de l'Union européenne, comme des personnes, entre guillemets, non faillibles. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'autre aspect qui est derrière, c'est quand même un business qui a un profil de risque qui est très différent. Et donc, si tu veux, c'est quand même une machine qui doit s'alimenter. Enfin, je veux dire, ils utilisent votre argent pour le prêter. Et derrière, après, il faut que ces emprunteurs remboursent pour qu'ensuite Nexo puisse vous rendre cet argent. Même si Nexo s'est engagé vis-à-vis de vous et a des assurances, il y a quand même ce mécanisme-là qui doit fonctionner. Et c'est sur des actifs qui sont beaucoup plus volatiles. Alors, la marge finalement de prêt fait que normalement tout va bien. Donc pour vous donner un exemple, j'utilise, et ils vont dire, si tu veux investir, tu investis 100, on va te prêter 50 contre ce portefeuille de 100, parce que comme ça, même si la valeur diminue de 50%, tu peux quand même toujours nous rembourser. Donc ils utilisent des seuils qui font qu'ils se disent, tous les portefeuilles
que nos traders ont contre les emprunts qu'on leur a concédés font que même s'ils perdent, je ne sais pas, X% de la valeur, ils auront toujours assez que pour nous rembourser. Mais néanmoins, c'est quand même un business qui est beaucoup plus risqué. Et donc, finalement, même si le contrat que vous avez avec Nexo est un contrat où votre capital est garanti avec un taux d'intérêt qui s'engage à vous payer, on va dire la sécurité, la robustesse du système est différente d'un système bancaire qui est établi, qui a un track record, etc. Donc, je ne dis pas que c'est plus ou moins bien, je dis que le risque est différent, le recul que vous avez est différent, et donc c'est pour ça que finalement, en termes de solutions, ils rémunèrent plus pour toutes ces raisons-là. Donc, on dit toujours qu'il n'y a pas de no free lunch en théorie et en économie, en théorie financière, pas de déjeuner gratuit. Donc, en général, quand vous êtes rémunéré plus, il y a toujours une prise de risque aussi qui est différente. Là, elle prend une autre couleur que quand vous investissez en actions et où là, le risque, il est assez facile. C'est bon, si l'entreprise performe mal, sa valeur descend, le prix de votre action descend, vous avez perdu. Là, le risque, il est différent. C'est de dire la promesse qu'on vous a fait, le contrat qu'on vous a fait, eh bien, il a un risque inhérent qui est est-ce que la personne en face de vous est fiable et va être en mesure de faire face à ses engagements. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est des choses à prendre en compte aussi. Et ça va dépendre en fait de votre propre appétit au risque. Donc moi j'ai mis une partie de mon cash dedans. Anne-Sophie qui connaît très très bien ma tendre moitié, je peux te dire que voilà, c'est des choses où on a mis un petit peu, mais sans plus, parce que c'est des choses qu'il connaît pas, qu'il maîtrise moins, et donc il se dit oui, mais qu'est-ce qui se passe? Maxime qui est dedans et qui a aussi un profil de risque différent du nôtre, va te dire sans doute qu'il a une partie ou une proportion de son cash dans ce type de solution plus importante que la mienne. Voilà. Alexandra a tout son cash sur Nexo. Non, je rigole. Mais Maxime a quand même réussi à nous convaincre de tester. C'est sa manière à lui de nous faire passer de l'autre côté de la barrière. Hein. Voilà. Alex, je suis désolée. Non, pas de souci, c'est top. C'est un bon moyen, en fait, juste pour conclure sur la partie Nexo, de commencer à s'intéresser à la crypto-monnaie et au blockchain, parce que c'est pas une nécessité à l'heure actuelle, mais je pense que dans 10 ans, ce sera une partie intégrante du financement de notre monde moderne. Pour conclure, peut-être que vous avez des questions avant, n'hésitez pas à les poster dans le chat. On va résumer ce qu'on vient de dire. Si vous avez la chance d'être résident sur le territoire français, honnêtement, moi, je vous dirais de maximiser le livret A, parce qu'à l'heure actuelle, comme vous n'allez pas payer dessus de taxes, que c'est garanti par l'État, les 0,5%, incroyable mais vrai, sont plutôt attrayants pour une alternative au cash. Si vous êtes au maximum déjà du livret A ou que vous n'êtes pas résident français, vous pouvez aller regarder les solutions qu'on vous a expliquées en essayant d'optimiser votre cash par rapport aux horizons d'investissement. Donc, on l'a dit, pour le fonds d'urgence, donc un livret boosté dans la chance, pardon. Oui, non, c'est une façon de parler, désolée. En ce moment, non, c'est pas vraiment l'idéal. Je parlais d'un point de vue livret A. Hein. Voilà, je ne m'engage pas sur des terrains hasardeux. Donc, pour la partie livret A, en tout cas, profitez-en pour le livret A. Pour le reste, vous verrez. Ensuite, donc, pour tout ce qui est livret boosté, ça pourra bien compléter. Si vous êtes plus rassuré par l'aspect banque, peut-être rester dans votre banque. Normalement, en théorie, ils ont tous des solutions. Faites bien attention aux frais. Si maintenant vous décidez de le faire vous-même, donc par exemple via Rising, optimisez donc les termes, 3 mois, 6 mois, diversifiez le risque des émetteurs. Vous aurez peut-être un émetteur qui va vous rapporter plus en termes de dépôt, mais qui sera un petit peu plus risqué, même si la notion de risque ici reste vraiment relative. Vérifiez donc toujours les frais et maximisez donc les termes. Voilà, c'est assez compliqué de parler d'alternative au cash, en fait, c'est parce que notre monde actuel est vraiment un monde de taux bas, donc difficile d'optimiser ça. Maintenant, voilà, si l'inflation repart, les taux vont augmenter. Pour rappel, en 1980, je pense que le livret A, il rapportait 8%, quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on retourne à ce niveau-là dans un avenir proche.
Mais en tout cas, il faut garder en tête que c'est une situation qui, normalement, devrait évoluer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment de prendre la parole et de nous exprimer vos doutes ou si vous avez des remarques générales, on vous écoute. Alors, je vois une question de Laura qui arrive peut-être. Julie avait une question aussi sur les produits d'épargne, est-ce qu'ils sont réservés aux résidents du pays? Je veux juste faire un point, c'est les livrets A étaient à 8%, mais le taux d'inflation était à 9,6%. Oui. Donc, en fait, c'est aussi ça qui est important que vous compreniez, c'est qu'en fait, c'est pas l'absolu tellement qui est important, c'est de regarder en fait le différentiel entre le taux d'inflation et le taux d'épargne et le taux de rémunération de l'épargne. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Avoir un livret A à 8%, si le taux d'inflation est à 9%, c'est la même chose que d'avoir un livret A à 0% avec un taux d'inflation à 1%. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose mathématiquement complètement, mais en tout cas, c'est la même logique. C'est qu'en fait, vous êtes rémunéré moins que l'évolution des prix et donc vous perdez du pouvoir d'achat quand même. Donc, c'est ce différentiel de inflation versus rémunération de mon épargne. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et donc, Julie qui te demande si les produits d'épargne sont réservés aux résidents du pays. Alors, pour le livret A, il me semble que c'est réservé aux résidents fiscaux français. Normalement, en théorie, si le livret A déjà n'est proposé que dans les banques françaises. Et pour ouvrir un compte en banque en France, il me semble qu'il vous faudra la résidence. À vérifier. Non, ça va dépendre des banques. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout les banques locales vont appliquer la fiscalité locale, mais ce sera à vous après de corriger si votre pays de résidence et surtout votre résidence fiscale diffère de l'endroit où le prélèvement à la source se passe. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes si votre livret d'épargne se trouve dans un pays qui ne perçoit pas le précompte mobilier, mais que vous devez en payer un dans le pays dans lequel vous êtes imposé, eh bien, vous devrez remplir dans votre déclaration fiscale, déclarer les revenus d'intérêt que vous aurez perçus et vous serez du coup taxé dessus à la fiscalité de votre pays. À l'inverse, si vous si vous avez un compte de dépôt pour une raison qui vous appartient, qui est peut-être simplement parce que vous avez bougé, etc., dans un pays qui, lui, pour le coup, perçoit un précompte à la source, eh bien, le mécanisme inverse s'applique, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez remplir de nouveau votre déclaration fiscale et vous allez, d'une manière ou d'une autre, récupérer en fait l'impôt trop payé et puis les États entre eux doivent, entre guillemets, s'arrangent pour ces différentiels. Voilà. En gros, maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même certains entre guillemets, certains outils d'épargne qui sont de l'épargne locale, mais ça, c'est vraiment entre guillemets, des stimuli, des incitants qui vous donnent de nouveau des incitants fiscaux qui, en fait, ne sont valables que si vous êtes résident et que vous payez vos impôts là-bas, et sinon qui perdent, entre guillemets, tout intérêt. Voilà. Mais normalement, vous devriez avoir le droit, en tant que citoyen de l'Union européenne, d'ouvrir un compte dans une banque hors pays de résidence. Voilà. Alors, il y a une question d'Edwidge sur les poches de cash. Donc, je vous ai expliqué au début, il y a le fonds d'urgence où là, il vous faut vraiment une accessibilité immédiate. Cette poche de cash, par exemple, pour le fonds d'urgence, ça peut être le livret A, un livret boosté, mais quelque chose où les fonds ne sont pas bloqués. Si, par exemple, dans 3 mois, vous avez votre anniversaire, par exemple, vous allez avoir 30 ans, donc vous voulez faire un gros anniversaire, faire plaisir à vos amis, donc vous allez mettre un petit peu de côté, et vous savez que vous pouvez le mettre sur un dépôt à terme de 3 mois, parce que ce sera à ce moment-là que vous aurez besoin de votre cash. Maintenant, dans 6 mois, vous allez faire un gros voyage, peut-être un voyage d'un tour du monde, parce que voilà, vous avez 30 ans, il faut faire le tour du monde. Donc là, vous pouvez prévoir un autre dépôt de 6 mois qui vous rapportera, lui, davantage parce que vous n'aurez besoin de ce cash que dans 6 mois. Une des solutions, par exemple, ce serait Rising, où là, donc, sur la même plateforme, vous aurez votre dépôt de 3 mois et votre dépôt de 6 mois. Donc ça, c'est une solution un peu plus simple, mais qui est accessible, du coup, à n'importe quel particulier.
La seule raison pour changer de banque, c'est si vous avez plus de 100 000. Parce qu'alors là, il faut changer. La garantie des dépôts, elle est par établissement bancaire. Donc, si vous avez par exemple 1 million de cash, admettons, et que vous voulez le garder en cash pour une raison qui vous appartient, divisez-le en 10 et mettez-le dans 10 établissements bancaires différents et ça vous garantit, entre guillemets, en théorie, les différents cash. Voilà. Sauf que si vous êtes dans le même pays, enfin voilà, il y a un moment donné, de nouveau, ce fonds de garantie, normalement, il est suffisamment nanti parce qu'il est, donc à chaque fin, en gros, c'est toujours un pourcentage des dépôts que les banques, tous les mois, doivent rajouter au pot. Donc, c'est un pot qui est alimenté de manière anticipative. Donc, il est là, heureusement, ce qui n'est pas le cas avec la garantie des investisseurs qui existe à Luxembourg, où là, c'est c'est ex post, pardon. Donc, celui-là, il est nanti, mais néanmoins, s'il y a une faillite du système, voilà, il est possible qu'il ne soit pas assez grand et à ce moment-là, ça prendra plus longtemps. Donc, si vraiment vous avez beaucoup de cash, donc on parle on parle vraiment de millions, oui, à ce moment-là, même diversifier les pays, etc. Mais bon, je pense que là, on parle de structuration patrimoniale beaucoup plus large qu'on va dire nos besoins de tous les jours. Là, simplement avoir 2 ou 3 établissements bancaires, si vous avez plus de 100 000 euros de cash pour diversifier et pour bénéficier de la garantie des dépôts étendus, quoi. Voilà. Good. Juste pour la question sur le replay, oui, il y a un replay. Vous aurez le lien dès que le live est terminé. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Alex, merci beaucoup. C'est que tout était très, très clair. Et donc, je réitère juste le fait qu'il y a des risques qui sont inhérents à chacune des situations que Alexandra a exposées. Donc, prenez bien vos renseignements. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Court terme chez Capitana, on a, oui, Julie, le court terme Capitana, on espère. Là, Maxime est dans le chat, donc il faut envoyer des messages d'amour à Maxime qui est sur le point de terminer en fait les développements qui vous permettra d'avoir accès à la plateforme, en tout cas en mode entre guillemets en mode bêta. Alors on n'ouvrira pas à tout le monde tout de suite. C'est pour ça qu'on a fait la liste des préinscriptions. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, mais que vous voulez faire partie des premières, surtout, inscrivez-vous. Et à ce moment-là, vous serez informé quand on ouvre la plateforme aux premières utilisatrices qui vont pouvoir la tester en mode gestion surtout de vos projets d'investissement, donc de déterminer un peu vos différentes poches. Et on ouvrira ensuite vraiment la fonction ouverture de compte et investissement réel dans la foulée. En fait, nos préinscriptions servent aussi pour celles qui sont intéressées à venir nous donner votre feedback sur la plateforme avant de l'ouvrir au grand public pour s'assurer que qu'elle réponde vraiment à vos attentes et qu'elle soit la plus waouh possible quand on la lance officiellement. Alex, est-ce que tu peux mettre, ou alors attends, je vais le faire, je vais vous mettre, je vois que vous demandez où on peut s'inscrire. Je vous mets tout de suite le lien, je vais le rechercher. Donc ça, c'est pour Capitana. Alors, est-ce qu'on aurait une alternative au cash? En fait, nous, on sera justement pas, entre guillemets, votre alternative au cash, puisque votre fonds d'urgence, finalement, on vous dira ou on vous conseillera quel montant votre fonds d'urgence devrait faire. Et après, ces différentes solutions, en tout cas, dans un premier temps, on vous encourage à le faire à côté et à nous utiliser pour la gestion des projets. Mais néanmoins, effectivement, avec Alexandra, on s'est dit que ce serait super de pouvoir vous offrir une solution. Donc, vous voyez, on parlait des fonds monétaires, etc. En tout cas, de pouvoir créer une solution qui vous permette justement également de mettre une partie de votre fonds d'urgence ou en tout cas de vos projets court terme sur des solutions qui soient un peu plus rémunératrices que le cash. Mais en tout cas, au lancement, on aura plutôt des portefeuilles d'investissement moyen, long terme avec une certaine prise de risque et donc justement pas pour votre fonds d'urgence. Donc notre profil le plus conservateur a quand même déjà 10% d'exposition en actions et même sur la partie obligataire. Voilà, on est sur des investissements aussi qui en termes
de disponibilité, si vous voulez. On parle de quelques jours, mais qui n'ont pas vocation en fait à bouger tout le temps. Donc, c'est-à-dire où vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, ce qui est plus souvent le cas avec du cash en fait. Donc voilà. Donc je vous ai mis le Typeform, mais de rien Isabelle, avec grand plaisir. Et vous avez nos mails, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, que ce soit sur la gestion de votre cash ou sur justement la gestion du non-cash. Voilà, Alex, super. Elles sont assez faciles. Et voilà, on a aussi... Merci Anne-Sophie, mais tu sais, ça c'est surtout parce que tu t'es connecté à autre chose qu'à Alexandre pendant 1 heure. Donc c'est surtout ça, c'est de revoir des gens, des adultes. Je sais ce que ça fait. Anne-Sophie est ma belle-sœur unique et préférée du côté de mon mari, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà, gratitude extrême, écoute, avec plaisir. On en fait un toutes les 2 semaines si tu veux. D'ailleurs, le prochain dans 2 semaines, ce sera comment investir dans les matières premières. Donc, on vous donnera différents moyens si ça vous intéresse et on fera un petit récapitulatif de l'investissement dans les matières premières à travers le temps. Donc, et alors aussi, on a celui dans 1 mois qui est investir dans l'art et où on va de nouveau parler d'investissement plutôt traditionnel dans l'art, donc au travers direct, au travers des fonds, mais également de ce qui se passe dans le monde de la finance décentralisée et comment investir dans l'art de manière alternative. Donc voilà. Et maintenant, on vous dit bonsoir. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.